Un soldat rentra chez lui au milieu de la nuit après un long déploiement, pour être soudainement secoué par le cri à glacer le sang de sa fille, provenant de l'intérieur de la maison. Lorsqu'il se précipita dans la chambre et vit la scène qui s'offrait à lui, il fut pétrifié. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une fine brume enveloppait les maisons de banlieue. La faible lumière jaune des fenêtres embuées de condensation vacillait à travers le pare-brise, obligeant James Whitmore à plisser les yeux alors qu'il s'engageait dans l'étroite allée menant à sa demeure. Cela faisait près de 3 mois qu'il n'avait pas serré sa fille dans ses bras, près de 3 mois passés dans un camp d'entraînement spécial sur la côte ouest. Pas de lettres, pas de photos, juste un objectif: terminer la mission, rentrer à la maison. Son sac à dos trempé par la pluie claquait contre son dos, la main gauche agrippant la sangle, la droite cherchant la clé de secours toujours cachée sous l'applique du Porsche. La porte s'ouvrit sans un bruit. Une vague de parfum synthétique le frappa, des senteurs de lavande et de citron qu'il n'avait jamais utilisées dans la maison. Le plafond brillait doucement sous une rangée de lumière LED blanche, le canapé avait été retapissé et une bougie brûlait d'une flamme stable sur la table de la salle à manger. « James ?» La voix de Diane l'appela depuis la cuisine, surprise mais pas vraiment troublée. Elle s'essuya les mains sur son tablier et sortit. « Je ne pensais pas que tu rentrerais aujourd'hui. » Diane était la femme que James avait rencontrée 2 ans après la mort de sa première épouse dans un accident de voiture. De près de 10 ans sa cadette, elle avait autrefois travaillé dans un petit café près de la base. Ils s'étaient mariés au bout de 8 mois, en partie parce qu'Emily avait besoin d'une présence féminine à la maison, et en partie parce que James se croyait prêt à recommencer. James fit un petit signe de tête. « J'ai eu une permission anticipée, j'ai pensé te faire la surprise. » Diane lui offrit un sourire bref et doux. « Emily va être ravie. Où est-elle » James posa son sac à dos près de la porte, ses yeux balayant rapidement la pièce. Aucune trace d'un enfant n'y était visible. Pas de petites chaussures, pas de peluche familière négligemment posée sur l'accoudoir du canapé. Tout était trop rangé, trop calme. Elle est allée se coucher. Elle a beaucoup joué aujourd'hui, elle s'est épuisée, dit Diane en lui tournant le dos, la voix assurée. James ne répondit pas. Il se dirigea lentement vers les escaliers. Il marqua une pause sur le palier. La chambre d'Emily était sombre, la porte fermée. Aucun son ne provenait de l'intérieur. Puis, soudain, un cri déchira l'air. « Papa !» Sans perdre une seconde, James s'élança, sa main agrippant la poignée de la porte. Elle était verrouillée. Il recula d'un demi-pas, prit appui et frappa violemment du pied. La porte s'ouvrit à la volée, projetant la lumière du couloir dans la pièce. À l'intérieur, Emily était recroquevillée dans un coin, le visage zébré de larmes, sa chemise de nuit froissée. Une légère marque rouge se détachait sur sa joue gauche, comme si elle venait d'être faite. Diane se tenait à peine à 2 pas de l'enfant, tenant encore un petit oreiller, comme si elle venait de le jeter sur le lit. Pendant quelques secondes, tous 3 restèrent figés dans le silence. James s'avança et tomba à genoux près d'Emily. Elle recula légèrement lorsqu'il tendit la main pour toucher son épaule, mais ne se déroba pas complètement. Elle ne se blottit pas non plus contre lui. Elle resta simplement assise, les yeux fixés dans le vide au-delà de lui. Elle faisait des bêtises, elle courait dans la chambre, elle a glissé et elle est tombée, puis elle a crié. « J'allais justement m'en occuper, » dit Diane. Sa voix était tremblante, mais elle s'efforçait de la maîtriser. James ne la regarda pas. Il attira doucement Emily vers lui, inspectant sa nuque. Un vieux bleu. Ses petites mains étaient glacées. Il retira sa veste et l'enveloppa dedans, la serrant fort contre lui. « Tu m'as dit qu'elle dormait, » dit James, les yeux toujours fixés sur Emily. La voix de Diane se durcit. Elle dormait à ce moment-là. James souleva Emily. Elle ne réagit pas, ses bras pendaient mollement, sa tête reposant sur son épaule comme si elle n'avait plus aucune force. Une seule larme coula silencieusement sur sa joue, s'imprégnant dans le col de James. Il ne l'essuya pas. Il se tourna. Ricky et Madame Suzanne se tenaient en haut des escaliers. « Que s'est-il passé ?» demanda Ricky. « Tout ce que j'ai entendu, c'est un cri. » James ne répondit pas. Il descendit les escaliers d'un pas assuré, Emily dans ses bras. Il passa devant Diane, qui fit un mouvement pour le bloquer mais n'osa pas aller plus loin. Dans le salon, James attrapa le plaid sur le canapé et en couvrit doucement sa fille. Il l'allongea sur le long sofa, puis se retourna pour leur faire face, tous 3 figés sur place. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix basse et ferme, comme un ordre d'officier.
Personne ne dit un mot. James se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Aucune brique de lait spécial, celui qu'Emily devait boire car elle ne tolérait pas les produits laitiers classiques. Aucun des aliments familiers qu'elle aimait n'était là. Il parcourut la cuisine du regard. Le petit gobelet en plastique en forme de hibou, le préféré de sa fille, était introuvable. Il retourna près du canapé. Emily était toujours allongée, les yeux ouverts, silencieuse. James s'assit et se pencha près d'elle. « Parle-moi. Que s'est-il passé ?» Il garda une voix douce. Emily pinça les lèvres et secoua la tête. James ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, sa première parole ne fut pas un mot de réconfort. « À partir de maintenant, personne n'entre dans ta chambre à part moi. Tu as compris ?» Emily eut un faible hochement de tête, puis murmura « Est-ce que tu repars ?» James ne répondit pas tout de suite. Cette question, vive et soudaine, lui transperça la poitrine comme une lame. « Non, dit-il fermement. Cette fois, je reste. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Et à cet instant, James ne pouvait pas savoir que la promesse qu'il venait de faire, le vœu ultime d'un père, deviendrait le début d'une douleur si cruelle qu'il n'aurait pu l'imaginer dans ses pensées les plus sombres. Emily s'était endormie sur le canapé du salon et y resta toute la nuit, la tête appuyée contre le bras de James. De temps en temps, elle s'agitait légèrement dans son sommeil, mais sans émettre le moindre son. James ne dormit pas du tout. Il garda sa main sur son épaule, les yeux fixés sur son petit visage où la marque rouge sur sa joue s'était estompée pour devenir plus pâle. Quand le ciel commença à s'éclaircir à l'aube, il la porta doucement à l'étage sans un mot pour personne. Il alluma la lumière de la chambre au plus bas, borda la couverture autour d'elle, puis approcha une chaise du lit et s'assit. Glissant sa main sous le bord de la couverture, il vérifia discrètement ses articulations, coudes, mollets, poignets, la base de sa nuque. Chaque mouvement était prudent pour ne pas la réveiller. Juste en dessous de son poignet gauche se trouvait un bleu, violacé verdâtre, jaunissant sur les bords. La forme était indistincte mais toujours là. Près de la nuque, près de la racine de ses cheveux, il y avait une faible marque ronde, comme une vieille égratignure ou la pression d'un ongle. James retint sa respiration quelques secondes, retira lentement sa main, se leva et se dirigea sans bruit vers la cuisine quand il entendit le premier cliquetis de vaisselle en bas. Diane était déjà habillée, les cheveux relevés en un chignon impeccable, un tablier blanc immaculé noué autour de sa taille. Ricky était assis à table dans un sweat à capuche gris, mangeant des céréales les pieds posés sur la chaise d'en face. Madame Suzanne versait du café. Elle jeta un coup d'œil à James et lui adressa un petit sourire, comme si rien ne s'était passé la veille. « Tu veux du café ?» demanda Diane, tout en disposant des tranches de pain sur une assiette. James secoua la tête et s'appuya contre le cadre de la porte. « Emily dort encore ?» demanda nonchalamment Ricky, la bouche à moitié pleine. « Elle est fatiguée » répondit James, ses yeux rivés sur les mains de Diane qui coupaient le beurre. « C'est quoi ce bleu sur sa joue ?» Diane s'arrêta une fraction de seconde, puis continua son travail comme si elle ne l'avait pas entendu. « Elle est sans doute tombée hier. Tu sais comment elle est, toujours à courir partout. Je te l'ai déjà dit. » « Et la marque sous son poignet ?» demanda à nouveau James, la voix plus basse cette fois. Madame Suzanne sirota son café en silence. « C'est vieux. Peut-être de l'école, je ne sais pas, répondit Diane en se tournant vers lui, l'expression neutre, haussant même légèrement les épaules. Ou peut-être de l'époque où la femme de ménage était encore là, avant qu'elle ne démissionne. Le lendemain matin, James emmena Emily à la maternelle comme il l'avait toujours fait. Il parla très peu pendant le trajet. Emily, assise tranquillement, regardait par la fenêtre en serrant le petit ours en peluche qu'il lui avait acheté pour son 4e anniversaire. L'ours était usé maintenant, mais elle le tenait fermement, comme si c'était la seule chose qui lui semblait encore familière. L'école maternelle se trouvait au bout de la rue, un bâtiment en briques rouges avec de la mousse qui grimpait le long de la base du mur extérieur. La cour arrière était encore humide de la pluie de la veille. James fit monter les marches du perron à Emily, sa main ne quittant jamais l'ours. Bethany, l'enseignante, se tenait sur le pas de la porte avec le registre d'appel dans les mains. Son expression vacilla une fraction de seconde quand elle vit James. « Bonjour, Emily » dit-elle doucement en s'accroupissant pour la saluer. Emily ne répondit pas, se contentant d'un petit signe de tête, ses yeux évitant ceux de tout le monde. James posa sa main sur l'épaule de sa fille, se pencha et dit à la petite fille, « Vas-y, ma chérie. Je vais juste dire un mot à mademoiselle Bethany et je viendrai te chercher après. » Emily hocha faiblement la tête et entra tranquillement dans la classe.
Quand la porte se referma derrière elle, James garda les yeux fixés sur le visage de Bethany. « Mademoiselle » commença-t-il d'un ton neutre. « Pendant mon absence, avez-vous remarqué quelque chose de différent chez Emily? Des changements dans son comportement ou sa façon d'interagir avec les autres ?» Bethany parut un peu mal à l'aise et ajusta ses lunettes. « Eh bien, elle a été plus silencieuse que d'habitude. Elle a tendance à s'asseoir seule, elle dessine beaucoup mais ne veut pas montrer ce qu'elle dessine. Elle sourit moins aussi. » « Moins de sourires, des dessins en solitaire? Pensez-vous que quelque chose pourrait l'effrayer » demanda James, le regard fixe et sans ciller. Bethany jeta un coup d'œil vers la salle de classe à travers la fenêtre, puis se retourna. « Je pense que quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle ne réagit pas beaucoup quand les autres enfants la taquinent ou la bousculent. Dernièrement, elle sursaute facilement au bruit fort. Avez-vous déjà vu des bleus ou quelque chose d'inhabituel sur son corps ?» James baissa la voix, son ton plus vif, plus concentré. Bethany fit une pause. « Oui, j'ai vu une petite éraflure sur son poignet une fois, et une marque rougeâtre sur sa nuque. J'ai posé la question, mais Madame Diane a dit qu'Emily est maladroite, qu'elle trébuche toujours sur les chaises et les bureaux. »« Vous y croyez ?» intervint James pour la première fois depuis le début de la conversation. Bethany croisa son regard, une seconde, puis deux. Elle secoua très légèrement la tête. « Je ne sais pas. Je n'ai pas l'autorité pour m'immiscer dans les affaires familiales. » James hocha lentement la tête, l'expression illisible. Il sortit son portefeuille, prit une carte de visite, la retourna et y inscrivit un numéro à l'encre. « Si quoi que ce soit d'autre se produit, quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez-moi. » Il lui glissa la carte dans la main, un geste ferme mais doux. Sans attendre de réponse, il se tourna et s'éloigna, descendant les marches d'un pas rapide, les mains dans les poches de son manteau, le menton rentré pour se protéger du vent. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un parc et acheta 2 cornets de glace. L'air froid les empêchait de fondre rapidement, mais Emily ne mangea pas le sien. Elle se contenta de le fixer. « Fatiguée, ma chérie ?» demanda-t-il, sans vraiment attendre de réponse. « Non, » dit doucement Emily. James la regarda dans les yeux, puis demanda « Est-ce que ta belle-mère t'a fait du mal ?» Emily hésita, puis secoua la tête. Puis elle hocha la tête. James n'insista pas. Il resta assis en silence. Au bout d'un moment, Emily baissa les yeux vers ses mains et dit doucement « Ma belle-mère ne m'aime pas. Mais grand-mère a dit que si je te le disais, tu partirais pour ne jamais revenir. » James se tourna complètement vers elle, le regard fixe. « Qui t'a dit ça ?»« Grand-mère. Et ma belle-mère aussi. » Emily leva les yeux vers lui, le regardant droit dans les yeux pour la première fois de la journée. « J'ai peur que si je dis la vérité, tu disparaisses. » James laissa échapper un soupir. Il posa sa glace non entamée sur le banc et tendit les bras pour la serrer contre lui. Emily ne le serra pas en retour, mais ne se dégagea pas non plus. « Écoute-moi, » murmura-t-il près de son oreille. « Quoi qu'il arrive, peu importe ce que les autres disent, je ne vais nulle part. Même si tu es en colère contre moi, même si tu ne veux pas me parler, je serai toujours là. » Emily eut un petit hochement de tête, si petit qu'on aurait dit qu'elle retenait encore son propre espoir. Ce matin-là, James décida d'annuler son retour à l'unité. Il envoya un courriel demandant un congé de 7 jours, sans donner de raison. Il avait besoin de temps à la maison, besoin de voir par lui-même ce qui se passait, non pas par instinct, mais à travers la vérité. Il ne dit pas grand-chose, prétextant un mal de tête. « J'ai besoin de me reposer. » Puis il fit semblant d'être épuisé et monta à l'étage, restant allongé dans son lit pendant tout le déjeuner. La porte était laissée légèrement entr'ouverte, les rideaux tirés, mais ses oreilles n'étaient pas au repos. Il entendait chaque pas sur le plancher en bois, le doux roulement d'une valise dans le couloir, le cliquetis des cuillères et des fourchettes provenant de la cuisine en bas. Vers 11h30, il entendit les chaussons feutrés d'Emily s'arrêter près de la cuisine, puis la voix basse de Diane, pas forte mais assez claire pour qu'il saisisse chaque mot. « Encore en train de salir le sol ? Jusqu'où tu vas essayer de me pousser ?» Pas de réponse. Juste quelques secondes d'un silence qui s'étirait. Puis de nouveau Diane, plus sèche cette fois, presque hargneuse. « Tu as de la chance de pouvoir encore manger, d'avoir des vêtements, de vivre dans cette maison. La mort de ta mère est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. » James ouvrit les yeux, son cœur battit un grand coup. Il ne se précipita pas en bas. Au lieu de cela, il s'assit, s'approcha doucement de la porte et l'entr'ouvrit de quelques centimètres, juste assez pour mieux entendre.
La réponse d'Emily était à peine un murmure, si faible qu'on ne pouvait l'entendre que dans un silence complet. Je suis désolé. J'ai déjà nettoyé. La ferme. Nettoyer? Tu appelles ça nettoyer quand il y a encore une flaque comme ça? La voix de Diane était froide, dure comme la pierre. Si ta grand-mère voit ça, tu vas le regretter. Va chercher un chiffon. À genoux. Nettoie. Aucun bruit de pas qui court, juste le léger déclic d'une porte de placard qui s'ouvre, puis le bruissement étouffé d'une serviette qu'on tire. Moins d'une minute plus tard, une autre voix se joignit à la conversation. C'était Ricky. Et, le monstre sous le lit a faim. Si quelqu'un désobéit, il t'entraînera sous le lit et te dévorera les jambes. Compris, la gamine? La voix d'Emily se brisa, puis tomba à un murmure. S'il te plaît, non? Quoi? Je blaguais, c'est tout, ricana Ricky, son ton acerbe, ses yeux ne montrant aucune trace de remords. Tu as vraiment peur? Je pensais que tu serais habitué maintenant. James s'était levé du lit avant même que le premier mot ne soit prononcé. Il descendit les escaliers sans un bruit, une main agrippant la rampe en bois si fort que ses jointures blanchirent. Alors qu'il s'arrêtait devant la porte d'Emily, le dernier son qui résonna fut le bruit sourd de quelque chose de dur, en plastique ou un manche à balai, qui tombait et heurtait le sol. « Papa est à la maison, dit-il. » Pas fort, mais clair et tranchant comme un ordre. Un silence lourd s'abattit. Ricky se leva d'un bond, se précipitant vers la porte en balbutiant « Oh, tu es levé. Je surveillais juste la petite pour Diane. Elle a renversé de l'eau, alors je lui ai dit de nettoyer. Je la taquinais, c'est tout. Je ne pensais pas qu'elle se figerait comme ça. » James bloquait le passage, immobile. Il regarda Ricky pendant exactement 2 secondes, puis passa devant lui sans un mot et entra directement dans la pièce. Emily était recroquevillée dans le coin, un chiffon sale et trempé dans les mains. Elle portait encore son vieux pyjama, les cheveux en désordre, les yeux baissés. Une fine pellicule d'eau savonneuse brillait sur le sol, avec des résidus de mousse séchée incrustés le long des joints du carrelage. James s'agenouilla et prit doucement sa main. La peau était rouge, pas coupée, mais rêche par endroits, des marques dues non pas à la chaleur mais à un frottement long et répété avec trop de pression. Diane entra, les traits tendus mais arborant néanmoins un sourire. « Que se passe-t-il? Je ne savais pas que Ricky était là-haut. J'étais dans la cuisine. Il a dû l'avoir renversé de l'eau et est venu la taquiner. Tu sais comment est Ricky, il a toujours la langue bien pendue. La petite est juste sensible, c'est tout. » James ne répondit pas tout de suite. Il retira soigneusement le chiffon des mains d'Emily, comme s'il craignait de lui faire encore plus mal. Elle ne réagit pas, son regard resta bas. Pas un tressaillement, pas un recul, rien. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il, la voix rauque. Emily hocha la tête. C'était un hochement lent, mécanique, plus mémorisé que ressenti. James serra les poings sur ses genoux, les tendons de ses mains se crispant. Il se leva, les yeux rivés sur Diane. « Sortez. Tous les deux. » Diane hésita un instant, comme si elle calculait sa réaction. Finalement, elle se contenta de hausser les épaules. « D'accord. Mais tu devrais te souvenir, il a toujours eu tendance à réagir de manière excessive. Je ne dis pas qu'elle n'a rien ressenti, mais parfois elle imagine des choses. C'est ce que le thérapeute a dit, tu te souviens ?» James la regarda encore quelques secondes. Le visage de Diane ne montrait aucune peur, et ses yeux avaient ce regard agaçant de sincérité. Un instant, il n'était plus sûr. Exagérait-il tout cela? Les choses qu'il remarquait n'étaient-elles que le résultat du stress après une si longue absence, ou Diane croyait-elle vraiment ce qu'elle disait? Ricky roula des épaules et afficha un sourire moqueur. « T'inquiète pas pour ça. Les enfants de nos jours, c'est tous des poules mouillées. » James ne répondit pas. Il attendit simplement qu'il quitte la pièce, puis ferma doucement la porte derrière eux. Il s'assit, non pas juste à côté d'Emily, mais en biais, en face d'elle, laissant juste assez d'espace pour qu'elle ne se sente pas acculée. Dans le silence, son regard erra dans la pièce. Elle était petite, peinte d'un rose tendre autrefois. Le petit monde d'Emily. Mais maintenant, les murs étaient nus. Pas de photos, pas de dessins comme avant. Au pied du lit, sa vieille peluche gisait de travers. Il se pencha et la ramassa. Le ventre avait une petite déchirure, avec quelques morceaux de papier pliés en carrés glissés à l'intérieur. James en déplia un. Le premier était un dessin grossier au crayon de cire représentant une maison avec 3 personnes. Un homme, un enfant et une femme sans visage. Le second était gribouillé au crayon, d'une écriture tremblante et inégale, ne dit rien.
James ne dit pas un mot. Il glissa les papiers dans la poche de sa chemise. Quand il se retourna, Emily était toujours au même endroit, sans avoir bougé d'un pouce. Il s'assit à côté d'elle, sans la toucher. « S'il y a un endroit où tu veux aller, dis-le-moi. »« N'importe où. » Emily tourna lentement la tête. Ses yeux n'avaient plus la lueur qu'une enfant de 5 ans devrait avoir. Elle ne répondit pas, mais pour la première fois, elle se rapprocha juste un peu de lui. Seulement quelques centimètres, juste assez pour que James sache que quelque part, dans les ombres de son esprit, il y avait encore une issue. James quitta la maison avant que le soleil n'ait réussi à percer la brume matinale. Il dit à Diane qu'il avait quelque chose à régler, sans explication, sans détail. Elle hocha la tête, l'air presque soulagé. Emily dormait encore, ou du moins gisait immobile sous l'épaisse couverture. Son premier arrêt fut chez Madame Charlotte, la voisine âgée qui vivait juste derrière le mur du fond. Elle ouvrit la porte après avoir jeté un œil à travers le rideau, surprise de voir James dans son jardin. « Oh, James, ça fait un moment. J'ai quelques questions, et j'espère que vous serez honnête, » dit-il directement. Madame Charlotte l'invita dans le salon et lui servit du thé, bien que sa main tremblât légèrement. Quand James l'interrogea sur Emily, elle hésita. « Tous les soirs, j'entends pleurer. Doucement, plus comme un gémissement. Parfois, on dirait que quelqu'un appelle sa mère. Mais je me suis dit qu'elle était peut-être somnambule. Les enfants font des cauchemars, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu Diane élever la voix? Oui, mais pas tout le temps. Elle a du caractère, c'est sûr, mais elle est tout sourire en public. On ne devinerait jamais. » Elle s'interrompit, posant sa main sur la tasse de thé. « J'ai soupçonné quelque chose, James, mais j'avais peur. Madame Suzanne, c'est elle qui est active dans la communauté, elle connaît l'ancien shérif. Je ne suis qu'une vieille femme à la retraite. Que pouvais-je faire? » James la remercia et se leva pour partir. Madame Charlotte lui prit la main et dit doucement, « Si vous avez besoin de quelqu'un pour parler, je ne suis pas sûre de pouvoir jurer de quoi que ce soit, mais je ne resterai plus silencieuse. » Son dernier arrêt fut la clinique privée où Emily avait été vue plusieurs fois au cours de l'année écoulée. Le docteur Fields examinait des dossiers lorsque James arriva. Il l'accueillit avec une expression polie, évitant soigneusement son regard. James alla droit au but. « Docteur, avez-vous déjà vu quelque chose d'inhabituel sur Emily ?» Fields se racla la gorge, se tourna vers l'écran de l'ordinateur et afficha les dossiers. Elle a été notée comme étant plutôt sensible. Quelques maux de gorge légers, un cas d'irritation cutanée, mais rien de grave. Aucun diagnostic qui suggérerait de la maltraitance. « Rien ?» dit James, la voix plus basse. « Ou rien que vous n'ayez osé écrire ?» Fields leva les yeux, croisant son regard. « James, je vais être honnête. Diane est très en contrôle. Chaque fois qu'elle a amené la petite, elle décrivait les symptômes avant que je puisse poser des questions, elle parlait pour Emily. Elle donnait l'impression d'être la mère idéale, confiante, informée. Je n'ai pas l'autorité pour interroger un parent. » James serra le poing, puis le relâcha. Sa voix était plus calme maintenant. « Vous êtes un médecin. Vous avez le droit de poser des questions. » Fields ne répondit pas. Cet après-midi-là, James rentra chez lui. Il se gara dans l'allée et resta assis derrière le volant, immobile, son esprit emmêlé dans trop de fils. Les mots de Bethany, les regards évasifs de Charlotte, le silence prudent du docteur Fields. Tout le monde savait. Chacun d'entre eux. Mais personne n'avait rien fait. Il déverrouilla son téléphone, avec l'intention de relire ses notes, quand il remarqua un courriel non lu. L'expéditeur était anonyme. Juste une ligne, pour le vrai père. Le message était bref. Si vous êtes vraiment son père, demandez à Emily ce qu'il y a dans le coin du placard où elle se cache tous les soirs. James le lut 3 fois. Pas de signature, pas de pièce jointe, mais chaque mot était comme une lame plantée droit dans son cœur. Il éteignit le téléphone, sortit de la voiture et se dirigea directement vers la chambre d'Emily. Elle coloriait et ne leva pas les yeux quand il entra. « Emily, dit-il doucement en s'asseyant près du lit. Papa veut te demander quelque chose. Le coin de ton placard, a-t-il quelque chose de spécial? » Emily leva les yeux. Ils s'écarquillèrent, ses pupilles tremblant légèrement. Elle ne parla pas, mais pour la première fois, ce petit visage montra une lueur de panique. À 00h30 ce matin-là, toutes les lumières des voisins étaient éteintes. Madame Suzanne avait fermé boutique tôt. Ricky était monté dans sa chambre à 21h, emportant sa console de jeu et son casque. Diane avait dit qu'elle resterait debout pour regarder la télévision,
mais les lumières du salon étaient éteintes depuis 23 heures. James était parti en voiture juste à minuit, s'assurant que tout le monde dans la maison croyait qu'il avait quelque chose d'urgent à régler. Il fit le tour du quartier, puis éteignit ses phares, revint doucement dans la rue et se gara au fond de l'allée, verrouillant la voiture manuellement sous la faible lueur d'un lampadaire. Il abaissa une casquette de baseball sur son front, remonta la fermeture éclair de sa veste jusqu'au cou et se dirigea silencieusement vers l'arrière de la maison. Il escalada la clôture en bois, celle qu'il avait réparée lui-même l'année dernière. La porte arrière était verrouillée, mais la fenêtre du rez-de-chaussée menant au débarras avait toujours une faille. Il savait exactement comment la déverrouiller de l'extérieur. Juste une petite lame et une légère torsion, et la fenêtre s'ouvrit. James se glissa à l'intérieur sans un bruit, ses pieds touchant le sol aussi légèrement qu'un souffle. La maison était plongée dans une obscurité totale. Il n'alluma aucune lumière, se fiant à sa mémoire pour le guider à l'étage. Chaque marche lui était familière, il savait lesquelles craquaient et lesquelles non. 10 marches, puis un virage à gauche. La chambre d'Emily était sur la droite, la porte légèrement entr'ouverte. James s'arrêta et écouta. Pas de pleurs, pas de voix. Juste un son, faible et tendu, comme quelqu'un essayant d'étouffer sa respiration. Un léger gémissement venant de l'intérieur. Il poussa la porte. Toujours pas de lumière, seulement la douce lueur du couloir qui s'étendait sur une partie du plancher en bois. Emily n'était pas sur le lit. James entra, puis s'arrêta en entendant un bruit léger venant de sous la chaise de bureau. Un bruissement subtil, comme du tissu frôlant le bois. Il s'approcha, se pencha. Emily était assise là, le dos contre le mur, les bras enroulés autour d'une peluche usée. Sa tête était baissée. Le ventre de l'ours en peluche avait été fendu, la couture toujours décousue. Ses yeux étaient grands ouverts, captant la faible lumière, mais secs. James se tourna complètement vers elle, s'asseyant près d'elle, sa main reposant doucement sur son dos. Il garda sa voix lente et stable, chaque mot clair. Jamais. Quoi qu'il arrive, je ne serai jamais en colère contre toi. Je suis là. Emily se pencha, pressant sa tête contre son épaule. Elle ne pleura pas, mais elle tremblait légèrement. Ses petites mains agrippèrent son manteau, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle le lâchait. James resta ainsi longtemps. Son rythme cardiaque ralentit, mais à l'intérieur de sa poitrine, la tempête n'était pas passée. Il savait que ce moment, où Emily se rapprochait de lui, où elle choisissait de parler au lieu de rester silencieuse, était un signe. La dernière porte s'était ouverte. Il resta assis à côté d'elle, un bras enroulé autour de ses épaules. De l'autre, il sortit son téléphone de sa poche. Il activa la fonction d'enregistrement, non pas pour capturer ses mots, elle n'avait pas dit grand-chose, mais pour préserver le silence qui parlait plus fort que tout. Après avoir aidé Emily à se remettre au lit et avoir bordé la couverture autour d'elle, il quitta la pièce, ferma doucement la porte derrière lui et passa un appel. « J'ai besoin de toi », dit-il dès que la ligne fut établie. Au milieu de la nuit. « Je ne peux pas attendre. J'ai des raisons de suspecter de la maltraitance sur enfant. J'ai besoin de matériel et peut-être d'un mandat de surveillance si ça va plus loin. » La voix à l'autre bout du fil devint basse. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu avec un ton aussi sérieux, James. Cette fois, c'est réel, Marcus. C'est ma fille. » James sortit dans le jardin, sortit un paquet de cigarettes, en alluma une. Il ne la fuma pas, la tenant juste entre ses doigts pendant qu'elle se consumait. La fumée s'envola dans le vent, fine comme un fil de mémoire. La photo déchirée d'Elena était toujours dans la poche de sa veste. Sur le sol, à l'intérieur, 3 pansements adhésifs étaient scellés dans un sac en plastique, pour l'épreuve. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Pas par colère, mais à cause de sa fille de 5 ans, celle qui avait appris à s'asseoir dans un placard sombre juste pour se sentir un peu plus en sécurité. Le lendemain matin, James se rendit à l'ancien magasin de réparation de téléphone près de la gare routière où Marcus lui avait donné rendez-vous. Pas d'enseigne, pas de caméra de sécurité. Le rideau métallique était à moitié relevé, révélant une faible lumière jaune à l'intérieur et le doux bourdonnement d'un vieux ventilateur. Marcus attendait déjà, les manches retroussées, le visage aussi indéchiffrable que lorsqu'il était en mission d'infiltration. « J'ai quelque chose pour toi », dit Marcus en posant 3 petits objets sur la table, une prise de chargement avec un micro caché, une caméra de la taille d'un bouton, et une minuscule puce d'enregistrement intégrée dans la tête d'un ours en peluche. « Celui-ci est pour Emily », dit-il avec un sourire sec en désignant l'ours. Quand elle le serre dans ses bras, il enregistre tout ce qui l'entoure.
La batterie se recharge automatiquement grâce à un capteur de chaleur corporelle. James hocha la tête sans poser de questions. Soigneusement, il rangea chaque objet dans une pochette anti-choc, puis partit par la porte de derrière. Cet après-midi-là, lorsque Diane ramena Emily de l'école, James était dehors, en train de changer l'ampoule du Porsche. Ricky était assis dans le salon, un casque sur les oreilles, les yeux rivés sur son téléphone. Personne ne fit attention lorsque James se glissa dans la chambre d'Emily pour vérifier une prise défectueuse. Il brancha le chargeur dans la prise du coin, vérifia le signal sur l'application de son téléphone, puis plaça l'ours en peluche soigneusement à côté de son oreiller. Le tout prit moins de 8 minutes. La soirée se déroula dans un calme étrange. Diane plaisanta dans la cuisine en préparant des spaghettis, l'ancien plat préféré de James. Ricky traîna des pieds pour faire la vaisselle, et Emily s'assit tranquillement à la table du dîner, si sage que cela en paraissait presque anormal. James ne dit pas grand-chose, mais ses yeux restèrent fixés sur l'horloge, attendant minuit. 2 heures du matin. La pièce était complètement sombre, éclairée uniquement par la lueur de l'écran du téléphone de James. Le premier fichier audio venait de finir de se télécharger. Il brancha ses écouteurs et appuya sur lecture. Le premier son fut celui de pas, puis un léger gémissement d'Emily. La voix de Diane arriva, nette et cristalline. Encore renversé de l'eau, hein? Combien de putain de fois dois-je te le dire? Inutile, tout comme la putain qui t'a mise au monde. Puis un bruit de claque. On ne pouvait dire s'il s'agissait d'un plat ou de quelque chose de plus dur. Emily ne pleura pas, ne supplia pas. Seulement le son de sa respiration, entrecoupée et tremblante. Puis la voix de Ricky se fit entendre, mêlée au grincement d'une porte qui s'ouvre. C'est notre petit secret, tu te souviens? Celui qui le dit se fera emporter par le monstre. Emily ne répondit pas. Un long silence suivit, puis le lent déclic sec de la porte qui se ferme. James retira ses écouteurs et se redressa d'un bond dans son lit, le cœur battant comme un marteau. Il alluma la petite lampe, brancha son téléphone et ouvrit l'application de surveillance. La caméra avait capturé la chambre d'Emily la nuit, depuis le coin près de sa tête de lit. Pas assez nette pour distinguer les visages, mais suffisant pour marquer le moment. Il appela Marcus. « Il faut que tu écoutes ça. Je ne peux pas attendre. » À l'autre bout, il entendit du café converser. Marcus écouta la première partie de l'enregistrement. Il ne dit rien pendant quelques secondes, puis sa voix devint basse et ferme. « C'est assez pour commencer, mais pas assez pour une condamnation. Diane dira qu'elle ne fait que discipliner une belle fille. Ricky rira en disant qu'il taquinait une enfant. Tu sais comment se joue ce jeu. » James pressa ses doigts sur son front. « Alors, qu'est-ce que je fais? Attendre jusqu'à... » Non, le coupa Marcus. Tu dois être patient et précis. Si tu agis maintenant, ils disparaîtront et emmèneront Emily avec eux. J'ai déjà vu ça. Silence. James s'assit, la main serrée. Quelle est la prochaine étape? Je vais nettoyer et stocker les preuves. Toi, tu agis comme si de rien n'était. Souris, dîne, dis merci, et continue d'enregistrer. Le lendemain, James dîna avec toute la famille. Il raconta une vieille blague de l'armée qui fit rire Ricky. Diane joua le jeu aussi, remplissant même son verre de vin. Emily était assise à côté de lui, silencieuse, mais elle jeta un coup d'œil à son père. Pas un regard d'appel à l'aide, un regard d'attente. Cette nuit-là, Emily parla dans son sommeil. James lisait le journal dans sa chambre quand il l'entendit gémir. Il ouvrit la porte et entra, murmurant « Papa est là ». Emily se retourna, toujours endormie, la voix tremblante, comme dans un rêve. Monsieur Ricky a éteint la lumière, il ne me laissait pas respirer, j'avais peur, je n'osais pas crier. James serra les poings. Il ne réveilla pas sa fille, mais dans son esprit, une décision venait de se former, nette et indéniable, comme une alarme interne qui hurlait. Le lendemain matin, James installa une petite caméra sous la table de la salle à manger. Une autre était cachée à l'intérieur d'un stylo-plume qu'il portait toujours sur lui. Chaque fois que Ricky entrait dans la chambre d'Emily, James notait l'heure. Chaque fois que Diane criait, il enregistrait son ton et son attitude. Et chaque nuit, il envoyait les données à Marcus, cryptées, stockées sur 2 disques durs distincts, dont l'un se trouvait dans un coffre-fort de banque au nom de Marcus. Emily ne savait rien. Diane ne savait rien. Ricky ne savait rien. James était devenu un homme à 2 visages, un père silencieux et une sentinelle discrète. Quand James s'assit seul dans sa voiture, passé minuit,
écoutant le troisième enregistrement, celui où Emily ne faisait que respirer doucement pendant que Ricky mentionnait le monstre sous le lit, il sut qu'il atteignait ses limites. Non pas parce qu'il manquait de preuves, mais parce que chaque seconde d'attente était un jour de plus qu'Emily devait vivre avec une peur qu'elle ne savait pas nommer. Cet après-midi-là, James conduisit Emily chez grand-mère Charlotte, prétextant que papa doit s'occuper de quelque chose hors de l'état pendant quelques jours. Charlotte ne posa pas beaucoup de questions. Elle le regarda simplement dans les yeux, hocha la tête, puis tendit doucement la main vers Emily. La petite fille entra sans se retourner, comme si elle avait déjà compris que quelque chose était en train de changer. Alors que la voiture s'éloignait du portail, James ne baissa pas la vitre. Il devait rester concentré. La nuit dernière, dans un enregistrement, Ricky avait murmuré à Emily « Grand-mère te fera taire si tu parles ». James sut qu'il était temps de faire face à l'endroit où tout avait commencé. La première personne que James alla voir fut Annie, une vieille amie de l'armée qui travaillait maintenant dans les services sociaux. Elle accepta de le rencontrer dans un café près du complexe de logement du personnel. Diane Lambert, commença James en lui tendant un bout de papier avec un nom et une date de naissance. Vivait en Arizona avant 2007. Tu as un dossier sur elle? Annie y jeta un œil, puis resta immobile quelques secondes. Ce nom me dit quelque chose. Donne-moi 2 heures. 2 heures plus tard, Annie envoya à James un courriel sécurisé. Un extrait d'un dossier classé mentionnant une jeune fille nommée Diane qui avait été victime de violences psychologiques et physiques de la part de sa mère biologique. Le dossier incluait un diagnostic, dépression sévère avec des signes de troubles de la personnalité borderline. Elle avait abandonné l'école 2 fois, s'était tailladé les veines à 15 ans. La mère biologique, Suzanne Lambert, avait été signalée pour des violations de la protection de l'enfance, mais jamais poursuivie faute de preuves. James lut chaque ligne dans sa voiture. Sa main se mit à trembler, non pas de peur, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose dans sa propre haine venait de se fissurer. La personne suivante que James alla trouver fut Clarissa, une camarade de lycée de Diane qui travaillait maintenant dans une bibliothèque de la ville voisine. Clarissa ne fut pas surprise de le voir. Elle l'invita à s'asseoir, puis versa tranquillement un verre d'eau. « J'ai toujours espéré que quelqu'un viendrait me poser des questions sur Diane », se souvint Clarissa. En seconde, Diane est tombée enceinte. Le père était un étudiant de première année à l'université. Il a disparu dès qu'il l'a su. La mère de Diane, Madame Suzanne, l'a forcé à quitter l'école et l'a enfermée dans la maison pendant près de 2 mois. Quand Diane a finalement été emmenée à l'hôpital, sa mère l'a contrainte à avorter, signant elle-même les formulaires de consentement car Diane était encore mineure. Après ça, Diane n'a plus jamais été la même. Elle est devenue distante, froide. Plus d'amis, plus de sourires. « J'étais juste une gamine aussi », dit Clarissa, les yeux pleins de larmes. « Je ne pouvais rien faire. Mais depuis que j'ai appris qu'elle était devenue belle-mère, je suis inquiète. » James ne rentra pas chez lui. Il se rendit directement au cabinet du Dr Fields, cette fois sans rendez-vous. Fields était en train de ranger des papiers quand il vit James. Il laissa échapper un soupir las. « Je me doutais que ce jour viendrait. » James posa son téléphone sur le bureau. « Je veux la vérité. » Fields n'esquiva pas. Il retira ses lunettes et se frotta le front. « La première fois que j'ai examiné Emily, j'ai eu des soupçons. Mais Diane, elle savait que j'avais été suspendu une fois pour un faux signalement dans une ancienne affaire. Elle m'a dit que si j'inventais encore quelque chose, elle me poursuivrait pour harcèlement et diffamation. Je savais qu'un seul article, un seul, et je perdrais ma licence pour de bon. » James serra les poings mais garda la voix basse. « Le regrettez-vous ? » « Chaque jour, répondit Fields. « Et je suis prêt à témoigner si vous avez besoin de moi. » James se tenait devant la maison. Le ciel était couvert, le vent doux. Il n'entra pas tout de suite. Il attendit que la lumière du salon s'éteigne, que Ricky entre dans la salle de bain, que la maison soit complètement silencieuse. Puis il sonna à la porte. 3 pressions fermes. Suzanne répondit. La lumière de l'intérieur se déversa sur son visage âgé mais d'acier. Elle n'avait pas l'air surprise. « Tu es en retard. » James croisa son regard. « Nous devons parler de Diane. »« D'Emily. » Elle recula sans l'inviter à entrer. James entra de son propre chef et ferma la porte derrière lui. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans le salon. La seule lumière provenait d'une faible lampe de table. Suzanne sirotait son thé, imperturbable, inébranlable. « Tu penses que je suis la raison de tout ça ?» James ne dit rien. Diane a toujours été fragile.
Depuis qu'elle est petite. Elle n'a jamais appris à être forte. Je l'ai élevée comme ça parce que le monde ne fait pas de place aux faibles. En la forçant à avorter? En la rabaissant si fort qu'elle a fini par détester tout autre enfant qui lui rappelait le sien? Suzanne posa le verre. Le son sur la table fut sec et froid, comme de la glace qui se fissure. Mardi. Ciel couvert. Une épaisse couverture de nuages sombres masquait l'horizon, tel un rideau avant une grande représentation. James sauta le petit déjeuner. Il ne but que de l'eau, attendant exactement 8 heures du matin, l'heure qu'il avait convenue la veille avec Marcus et l'agent des services de protection de l'enfance. La porte d'entrée s'ouvrit comme tous les jours. Ricky était affalé sur le canapé, une jambe drapée sur la coudoir, une manette de jeu à la main. Diane était dans la cuisine, coupant des pommes pour le petit déjeuner d'Emily. La petite fille était assise sur une chaise haute, le dos raide, comme si elle était punie. 3 coups à la porte, mesurés, ponctuels. Diane leva les yeux, un léger froncement de sourcils se formant. Ricky grogna paresseusement en se levant pour répondre. Ce qu'il vit le figea sur place. 2 policiers en uniforme se tenaient à côté d'une femme portant un gilet marqué du logo des services de protection de l'enfance. Marcus se tenait derrière eux, pas en uniforme, portant juste son badge sur un cordon. « Bonjour », dit calmement Marcus. « Nous avons un ordre de vérification d'urgence du bien-être de l'enfant en vertu de la loi 42A6. Toute personne dans la maison est tenue de coopérer immédiatement. » Diane sortit de la cuisine, sa bouche formant à peine des mots. « Quoi ? Il doit y avoir une erreur ?» L'assistante sociale présenta l'ordre, la voix ferme. « Nous avons reçu un signalement incluant des preuves audio et vidéo de violences psychologiques et physiques impliquant une mineure résidant à cette adresse. » Ricky recula. « Je ne sais rien. Je suis juste hébergé ici pour un temps. » L'un des officiers s'avança, les menottes prêtes. Ricky s'élança, tenta d'atteindre la porte arrière, mais n'alla pas loin. Il fut maîtrisé avant de pouvoir l'atteindre. Diane se mit à hurler. « Vous êtes fou. C'est mon enfant. Ce ne sont que des mensonges, tout est inventé. » James se tenait dehors, silencieux. Il n'intervint pas, mais ses yeux ne quittèrent jamais Emily, qui serrait un ours en peluche usé, les mains tremblantes. L'assistante sociale s'approcha d'elle doucement. « Emily, ma chérie, tu viens avec moi. Tout va bien se passer maintenant. Plus personne ne te fera de mal. » Emily leva les yeux vers James. Pour la première fois, son regard sembla vraiment se connecter à quelque chose de réel. James s'avança, fit un petit signe de tête. Il s'agenouilla, la voix basse et stable. « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Emily resta silencieuse, mais sa petite main agrippa fermement sa chemise. Puis elle appuya sa tête sur son épaule. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. C'était juste un léger appui, un petit geste, mais la première fois qu'elle s'appuyait sur lui depuis son retour. Marcus se détourna. L'assistante sociale leva une main pour essuyer le coin de son œil. Aucun des autres officiers ne dit un mot de plus. Diane fut retenue dans la maison pour un entretien préliminaire. James n'entra pas, mais une fois que tout le monde fut parti, il fut autorisé à entrer dans le salon où elle était assise, les mains tremblantes, bien que ses yeux soient restés secs. « Tu fais ça parce que tu me détestes ?» demanda Diane, la voix rauque. James ne répondit pas tout de suite. Il s'assit en face d'elle, les bras croisés. Puis, calmement, lentement, il dit « Non. Je l'ai fait pour Emily. Mais je ne te déteste pas. » Diane le regarda, le regard vide. « Je ne voulais pas. Je ne savais juste pas comment faire. Je ne savais pas comment être une mère. » James eut un petit hochement de tête, puis il se leva, s'apprêtant à partir. Juste avant de franchir la porte, il s'arrêta, la regarda droit dans les yeux. Pas avec colère, pas avec pitié. Juste le regard de quelqu'un qui a cru un jour. « Je sais, Diane. Je sais que tu as été blessée. Je sais que tu étais une enfant que personne n'a protégée. Mais ce n'est pas une raison pour faire vivre la même chose à un autre enfant. » Diane ne dit rien. James baissa la tête, expirant lentement. « Mais j'espère quand même que tu trouveras un moyen de te sauver toi-même. S'il y a encore une chance. » Alors que la voiture s'éloignait de l'allée, les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre à l'horizon. Emily s'était endormie sur l'épaule de James, serrant toujours son ours en peluche. Son front reposait contre son cou, sa respiration régulière et légère. Plus de tressaillements, plus de peur. Marcus était assis sur le siège avant, observant le rétroviseur. « Tu peux te reposer maintenant, James. » James ne répondit pas.
Ses bras étaient enroulés autour d'Emily, ses yeux fixés tranquillement sur la fenêtre. Personne ne dit rien d'autre, mais une chose était claire, aujourd'hui, le silence avait été brisé. Pas par des cris, mais par le bon geste au bon moment. Une enfant qui ne trouvait pas de mots pour sa douleur, un père qui pensait ne jamais pouvoir pardonner, et une femme qui n'avait jamais appris à aimer s'étaient enfin rejoints à travers un instant qui n'avait pas besoin de mots. L'audience du tribunal de comté eut lieu dans une petite salle d'audience, pas trop bondée. Dehors, le temps était froid, une bruine régulière tombait, mais à l'intérieur, tous les regards étaient fixés sur 3 personnes, Diane, Ricky et Suzanne. Diane était assise, immobile, les cheveux soigneusement attachés. Ses mains n'étaient pas menottées, mais elles tremblaient. Ricky s'agitait constamment, clairement peu habitué au silence du tribunal. Suzanne, la femme qui contrôlait autrefois chaque conversation, était maintenant assise tranquillement, ne rencontrant le regard de personne. James était présent, assis au 2e rang, juste derrière le procureur. Emily n'était pas avec lui, elle était restée à la maison avec grand-mère Charlotte, comme son thérapeute l'avait recommandé. Dans sa plaidoirie finale, le procureur lut des extraits des enregistrements audio, montra les photographies des blessures et le journal de traitement d'Emily. Les preuves furent présentées clairement, de manière cohérente, sans qu'il ait besoin d'élever la voix. Ce n'est pas une affaire de mal soudain, dit-il, mais de silence prolongé. D'une chaîne de négligence, de maltraitance et de dissimulation, où la seule victime était une enfant qui n'avait pas les mots pour se défendre. Le juge regarda directement Diane, sa voix calme. Diane Lambert, en tant que tutrice légale, vous êtes par la présente condamnée à 4 ans de prison sans possibilité de sursis pour la maltraitance avérée d'une mineure. Puis il se tourna vers Ricky. Richard Ricky Morgan, vous êtes reconnu coupable de harcèlement moral sur un enfant impliquant des menaces et de l'intimidation. Vous êtes condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire. Et enfin, Suzanne, celle que peu s'attendait à voir tenue pour responsable, mais dont le rôle ne pouvait être ignoré. Suzanne Lambert, bien que vous n'ayez pas commis d'acte de violence physique, le tribunal vous déclare coupable d'incitation et de complicité délibérée de violence domestique. Vous êtes condamné à 2 ans de probation avec interdiction de contact avec votre petite fille et tout autre mineur. Des larmes coulèrent sur les joues de Diane. Elle ne protesta pas, ne plaida pas. Ses épaules s'affaissèrent simplement, comme si, enfin, elle ne pouvait plus se tenir droite. Quelques jours après l'audience, Emily retourna en thérapie avec James. Lorraine, la psychologue aux cheveux argentés et à la voix aussi douce que du papier de soie, sortit de l'arrière-salle et leur fit un signe de tête discret. Aucune parole n'était nécessaire. Elle ouvrit la porte et James entra avec elle. « Je veux dessiner aujourd'hui », dit doucement Emily. Sa voix était encore lente, mais plus empreinte de peur. James s'assit dans un coin de la pièce, ni trop près, ni trop loin. Il regarda, les mains posées sur ses genoux, attentif à ne rien faire qui pourrait briser le fragile silence qui se formait entre eux. Emily prit un crayon de couleur marron, puis vert, puis un orange pâle. Un dessin commença à prendre forme sur le papier. Une maison avec un toit de tuiles rouges, une petite cheminée d'où s'échappait un fin filet de fumée. Les fenêtres avaient des rideaux violets, et à l'extérieur, il y avait un jardin avec 2 pommiers. Une balançoire était dessinée en pointillé, mais assez claire. Sous les arbres, 2 personnages étaient assis, un grand aux cheveux noirs, l'autre petit, appuyé sur l'épaule du plus grand. Lorraine ne se précipita pas. Elle attendit qu'Emily pose le crayon, puis demanda doucement « Qui sont-ils, ma chérie ?» Emily pencha la tête. Puis elle se tourna et regarda James, son visage s'illuminant juste d'une lueur dans ses yeux. « C'est la maison. C'est moi et papa. » James déglutit difficilement, ne disant rien. Il sourit doucement, une main posée sur son genou, l'autre serrée sur ses cuisses. Les jours qui suivirent passèrent doucement, comme si même l'air de la maison avait appris à se mouvoir plus tendrement. James commença à se réveiller plus tôt. Il chauffait le lait à la température exacte recommandée par le médecin, s'entraînait à faire des toasts juste assez croustillants sans brûler les bords. Il avait été un soldat des forces spéciales mais n'avait jamais cuisiné pour personne, jamais appris à lire les étiquettes de dentifrice pour une enfant de 6 ans. L'après-midi, il conduisait Emily à l'école dans son pick-up. Le soir, il jouait à des jeux de mots avec de petites tuiles en bois. Parfois, ils coloriaient simplement ensemble en silence. James ne demandait pas « Tu te souviens de quelque chose ?» Il ne la poussait pas « Tu dois pardonner ». Il était simplement là, présent, chaque jour. Un soir de pluie,
Après avoir terminé le livre La petite fille et le forestier silencieux qu'Emily avait choisi à la bibliothèque de l'école, James ferma la couverture et commença à se lever. Emily tira sur son bras, sa voix à peine un murmure. « Papa ?» Il se retourna, attendant. « Tu restes, n'est-ce pas ?» James ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, s'assit au bord du lit et posa sa main sur la couverture qui recouvrait la sienne. « Je ne vais nulle part. Même si tu es triste, ou en colère, ou silencieuse. Je reste. » Emily hocha la tête, puis remonta la couverture jusqu'à ses épaules. Pour la première fois, elle le fit elle-même, sans attendre qu'un adulte l'aide. Un minuscule sourire vacilla sur ses lèvres, juste assez pour que James le saisisse, comme la surface d'un verre d'eau qui tremble quand on le frôle. Le lendemain matin, James réparait un robinet qui fuyait dans la cuisine quand Emily arriva en courant, une feuille de dessin à la main. Elle ne dit rien. Elle grimpa sur une chaise, attrapa du ruban adhésif et colla le papier sur le réfrigérateur. James s'essuya les mains et s'approcha. Le dessin montrait 2 personnes debout sous la pluie. James en manteau, Emily tenant un parapluie. À leurs pieds, une flaque d'eau et des lignes obliques tout autour d'eux suggéraient le vent. En haut, dans le coin gauche, gribouillé en lettres inégales, un seul mot, maison. Le H était écrit à l'envers, mais les traits étaient fermes et clairs. James resta immobile. Personne n'avait appris à Emily à écrire ce mot. Personne ne lui avait dit ce que cette maison était censée être. Mais elle l'avait écrit. Pas besoin d'explication, pas de légende. La réponse était là, dans les lignes tremblantes du dessin, entre les 2 silhouettes debout sous la pluie, se tenant toujours la main. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de discours. Juste une seule feuille de papier collée à la porte du réfrigérateur avec 2 petits morceaux de ruban adhésif. Comme un signe qu'ils comprenaient tous les 2, silencieusement. À partir de maintenant, c'est la maison. Automne. Des feuilles rouges tombaient doucement sur la route de banlieue. La brise était légère, pas de pluie, mais le ciel couvert donnait l'impression que tout bougeait un peu plus lentement. James sortit du quartier général, tenant une enveloppe brune. Pas de nom de destinataire, juste 2 mots manuscrits, légèrement inclinés. Emily Jane. La lettre provenait du Centre de rétablissement psychologique du Comté Nord, certifié par un tampon. Diane Lambert. Écrite une semaine plus tôt, envoyée à l'adresse temporaire de James, transmise par une assistante sociale. James l'avait lue une fois, puis l'avait pliée. Il ne l'avait pas déchirée, ne l'avait pas jetée. Il l'avait placée dans le tiroir à côté de son lit. Chaque nuit, il l'ouvrait, non pas pour la relire, mais juste pour s'assurer qu'elle était toujours là. La lettre faisait 3 pages. L'écriture était encore ferme, bien qu'elle tremblât par endroits. S'il y a une autre vie, tout ce que j'espère, c'est que tu n'appelleras jamais personne maman à part ta mère biologique. Mais si tu pouvais m'appeler ainsi une fois, juste une fois, je marcherais le reste de ce chemin en essayant de le mériter. Diane ne suppliait pas le pardon. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle écrivait seulement sur ses journées au centre, le groupe de thérapie, les nuits blanches où elle voyait la petite fille dans ses rêves, debout dans le coin de la pièce, tenant ce vieil ours en peluche, observant en silence. James ne savait pas quoi faire de la lettre. Emily n'avait jamais posé de questions sur Diane, ne l'avait jamais mentionnée une seule fois. Le docteur Lorraine avait dit, il n'y a pas d'urgence. Un enfant n'a pas besoin de toute la vérité d'un coup. Mais un jour, elle en aura besoin, racontée d'une voix honnête, pas amère. James se souvint de ce samedi matin. James réparait la voiture dans le garage. L'air était frais, une voix basse à la radio donnait le bulletin de circulation. Emily était à l'intérieur, dessinant sur sa tablette. Dernièrement, elle dessinait beaucoup de maisons avec des portes, des arbres, des fenêtres. Plus de pièces sombres, plus de quoi. Vers midi, la sonnette du portail retentit. James sortit. Emily était déjà là, les mains sur les hanches, sa queue de cheval légèrement de travers, les joues roses de froid. Le portail s'ouvrit et elle courut vers lui, les bras grands ouverts. « Tu as 5 minutes de retard », dit-elle en faisant semblant de le gronder. James laissa échapper un petit rire. « J'ai eu un feu rouge. » Emily lui prit la main, ne dit rien d'autre. Ils rentrèrent ensemble dans la maison. Derrière eux, le portail se referma doucement avec un grincement familier, un son qui semblait autrefois froid, mais plus maintenant. Le soir, Emily prit son nouveau dessin et le scotcha au mur, à côté du réfrigérateur. L'image montrait une maison avec les lumières allumées. La porte était ouverte. Dans le jardin se tenaient 2 silhouettes, une grande, une petite. Il y avait un pommier avec des fruits à côté,
un banc de pierre. Sur la table, une lettre dessinée en gris pâle avec des traits doux. James la regarda, mais ne posa pas de questions. Emily n'expliqua pas non plus. Mais alors que James se retournait vers la cuisine pour se verser un verre d'eau, elle parla doucement derrière lui. « Je pense que si quelqu'un s'est trompé de chemin pendant un moment, mais qu'il veut revenir, alors la porte devrait être ouverte. » James posa le verre. Il resta immobile un instant. « Tu as raison, dit-il. Mais toutes les portes n'ont pas besoin de s'ouvrir tout de suite. Certaines ont besoin de temps pour qu'on frappe de la bonne manière. » Emily hocha la tête. Puis elle se tourna et courut vers sa chambre, ses petits pas tapant régulièrement sur le plancher en bois. Au bout du couloir, elle s'arrêta. « Papa ? » ?»« Oui. »« S'il te plaît, ne ferme pas la porte à clé, d'accord ? » ?»« Jamais, » dit James. « La porte est toujours ouverte. » L'histoire de James et Emily n'est pas seulement une quête de justice. C'est un voyage pour retrouver la confiance, la chose la plus fragile et pourtant la plus puissante en chacun de nous. Personne ne naît en sachant comment être un père ou une mère. Mais lorsqu'on se trouve face à un petit cœur qui a besoin de protection, ce qui compte n'est pas notre perfection, c'est si nous sommes assez courageux pour rester, même en sachant que cela pourrait faire mal. Que pensez-vous de cette fin ? Si c'était vous, auriez-vous donné cette lettre à Emily ? Croyez-vous que quelqu'un qui a causé de la souffrance puisse être racheté ? Et, comment allez-vous ces derniers temps ? Y a-t-il quelque chose qui vous fait tenir, même si vous êtes fatigué ? Si vous traversez des jours silencieux en ce moment, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un, quelque part, attend toujours que vous ouvriez à nouveau votre propre porte. N'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous. Je les lis toujours, et je suis toujours à l'écoute.